Exercice tout simple. Christine, est-ce que tu peux éteindre la lumière juste un petit peu? Attends, je vais en allumer une. Attends, non. Voilà, j'en allume une. Voilà. Je vais vous proposer une chose. Vous allez simplement, vous allez vous asseoir confortablement sur vos chaises. Hein. Quand je dis vous asseoir confortablement sur vos chaises, ça veut dire que vous allez mettre les pieds bien à plat. Vous allez libérer les genoux et vous mettez le bassin en rétroversion, c'est-à-dire que vous vous cambrez un petit peu. Hein. En se cambrant, vous allez permettre à ce moment-là d'avoir une respiration beaucoup plus calme, beaucoup plus longue. Là, on va déjà atteindre, alors, et je vous invite, bien que je comprends que vous ayez envie de me regarder, je vous invite, messieurs, vous fermez les yeux, mesdames, vous pouvez continuer à me regarder. Non, ça ne le fait pas, hein. Donc vous fermez tous les yeux, fermez les yeux, et je vous invite à vous concentrer sur votre respiration, tout simplement. Essayez de vous redresser, si vous pouvez ne pas être sur le dossier, c'est pas plus mal, hein, pour vraiment... Et vous visualisez un axe qui vient du ciel, qui passe à travers votre tête, le sommet du crâne, qui traverse la colonne vertébrale, et qui ressort par le bas de la colonne vertébrale et qui vous relie au sol. Et vous êtes dans une respiration très longue, profonde, vous relâchez les épaules. Voilà, vous vous calmez complètement, et là vous allez imaginer, que vous marchez sur un chemin, tout simplement. Vous marchez sur un chemin, vous êtes sur un chemin, c'est dans la nature. Et vous avancez. Vous avancez et vous distinguez un petit peu plus loin, sur le côté du chemin, vous distinguez qu'il y a une discontinuité, il y a quelque chose d'étonnant. Et en vous rapprochant, vous constatez que c'est comme une sorte de petit tunnel qui descend avec un escalier. Et vous vous rapprochez de cet escalier. Et là, en même temps, vous sentez intuitivement que dans cet escalier, en allant explorer cet escalier, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui est directement un message qui va s'adresser juste à vous, juste à votre inconscient. Et donc, vous vous rapprochez de cet escalier, vous descendez les marches. Il y a une dizaine de marches. Et vous voyez, vous distinguez la porte en bas. Vous demandez à votre inconscient en même temps de vous préparer ce qu'il va y avoir derrière la porte que vous voyez. Et vous descendez. Vous descendez une marche, 2 marches, 3 marches. Vous sentez que vous descendez, que ça devient un petit peu plus frais. Vous ressentez autour de vous ce froid. Et vous descendez encore. 4 marches, 5 marches. Vous êtes vraiment proche de la porte. Il reste 2 marches. La dernière marche, vous posez la main sur la porte et vous la poussez. Là, vous sentez le froid, vous rentrez dans un endroit sombre avec une légère pénombre. Et sur cet endroit, vous avez une table au milieu de la pièce. Observez bien la pièce, comment elle est la pièce. Est-elle accueillante, n'est-elle pas accueillante? Comment vous vous sentez? Sur cette table, il y a un coffre. Vous vous rapprochez du coffre. Ce coffre, vous le savez, il contient un message pour vous, mais un message symbolique. Ça ne veut pas dire que c'est forcément, ça peut être un morceau de papier ou un morceau de parchemin, mais ça peut être un objet, quel qu'il soit. Vous vous approchez, vous ouvrez ce coffre, et vous allez prendre, vous allez d'abord regarder cet objet, vous allez le prendre. Vous le prenez avec vous. Puis vous refermez le coffre et vous continuez. Vous constatez qu'il y a une autre porte de l'autre côté. Vous l'ouvrez. Là, vous avez un escalier et vous allez remonter cet escalier. Il y a 10 marches, pareil. Vous pouvez monter la première marche, la deuxième marche, troisième marche, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, vous arrivez à nouveau à ici et maintenant. Tout est exactement comme tout à l'heure, sauf que vous avez un objet, vous avez une information de cet objet en plus.
Et là, vous pouvez revenir ici. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Je pense que vous pouvez ressentir qu'au niveau de l'inconscient collectif, déjà, on sent qu'il y a des choses, on n'est pas dans le même état. L'ambiance dans cette salle, ici, n'est pas la même ambiance que tout à l'heure. Là, c'est typiquement des explorations. Et c'est très intéressant lorsque l'on va partager ensuite les histoires de chacun. D'abord, d'essayer de trouver du sens à toutes ces choses-là, pour arriver à voir pourquoi certains ont pensé à, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont vu un mixeur dans la boîte et d'autres qui ont vu de la pâte à crêpes, je ne sais pas. Tu vas voir, ça doit être ça, oui, je n'ai pas mangé. Ça doit être mon inconscient qui me dit ça. Voilà, ça ce sont des techniques douces. Vous voyez, ce genre de techniques, ce sont des techniques douces qui permettent d'aller explorer. Alors, quand on explore ce genre de choses, déjà, vous pouvez constater que vous auriez tous pu choisir, à un moment ou à un autre, d'ouvrir les yeux. À tout moment, vous pouviez arrêter le processus et ouvrir les yeux. Ensuite, quand on fait ce genre d'expérience, on a toujours tendance à se dire, oui, bon, enfin, voilà, c'est mon imagination. Je me fais un film. Parce qu'il y en a qui vont utiliser ce genre d'outils pour aller faire des régressions dans les vies antérieures, par exemple. Hein, bon, on ne sait pas ce qu'on a fait, mais on aurait très bien pu dire, voilà, on va prendre un autre chemin, puis là, vous allez arriver, cette porte, elle symbolise la sortie de ce corps-ci, puis etc., etc. Et là, le truc là-haut, il se dit, bah oui, mais là, je me raconte une histoire. Mais c'est vrai, en plus. Seulement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on se raconte une histoire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on se raconte cette histoire-là et pas une autre? Là, déjà, on commence à avoir une clé. Pourquoi on se raconte cette histoire-là et pas une autre? Là, c'est intéressant. Et c'est là que ça devient initiatique. Alors, quand je parle d'initiatique, c'est au sens large. C'est-à-dire que, selon l'endroit où on est, on va passer différentes étapes. Et dans la vie, on grandit. On est là pour grandir. Et on est accompagné souvent par des gens qui vont nous aider à grandir. Au début, quand on est, c'est nos parents qui vont nous aider à grandir. Et là, je suis en train de parler de la notion d'amour vertical. L'amour vertical, c'est vous êtes accompagné par quelqu'un qui va vous aider à grandir. Au début, quand vous êtes petit, c'est les parents. Ensuite, à l'école, ça va être le maître, ça va être les instituteurs, ça va être les professeurs. Après ça, celui qui va faire, qui va décider à un moment dans sa vie de faire une démarche thérapeutique, ça va être son thérapeute éventuellement. Et puis, dans certaines voies, il y en a qui vont décider de prendre des maîtres et ils vont se mettre dans une relation de maître-disciple. Et ça va être encore, tout ça, c'est l'amour vertical. Et il n'y a pas de séparation complètement nette entre ce qui est le fait de grandir d'un enfant qui devient adulte, le fait d'être dans la partie thérapeutique ou d'être dans la partie initiatique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ce processus qui est d'écoute de l'inconscient, mais souvent de façon accompagnée avec le transfert et tout ça. C'est un amour vertical. L'amour vertical, il fait grandir. Et il y a l'autre type d'amour qui est l'amour horizontal, celui qu'on va avoir avec nos amis, avec nos proches, etc., ou avec nos conjoints. Normalement, on est censé être dans une relation amoureuse, on est dans un amour horizontal. L'amour horizontal, il épanouit. Donc ça, c'est des notions qui sont quand même importantes. Et dans l'exploration de l'inconscient, pour en revenir à notre sujet, l'exploration de l'inconscient, il est souvent très recommandé d'être dans cette relation verticale qui va permettre cette guidance, d'aider, de favoriser cette guidance. Alors là, on a parlé de l'hypnose, donc ce sont des techniques douces, il y a tout ce qui se dérive de l'hypnose, les rêves éveillés, des tas de choses comme ça, hein, avec plus ou moins de prise de conscience. Et puis après ça, il y a d'autres techniques, bon, par exemple, oui. J'ai une question sur l'hypnose. Est-ce que l'hypnose c'est une technique d'écoute ou est-ce que l'hypnose c'est une technique de guérison par rapport à un problème déjà identifié avant l'hypnose? Pour moi, c'était plus une technique de guérison, l'hypnose, qu'une technique d'écoute. Oui. Le truc par rapport effectivement à le problème de l'hypnose, c'est qu'effectivement souvent on a tendance à prendre un objectif et de se dire je vais programmer mon inconscient pour aller dans tel ou tel objectif. Et là effectivement ça va être plus de on va parler à notre inconscient pour induire, etc.
Mais tout est... Là, ça m'amène à une notion qui est quand même importante, c'est comment on décide le but à atteindre. C'est ça le problème, ça nous relie à ce qu'on avait dit dans la loi d'attraction, comment on détermine quel est le but à atteindre. Des fois, c'est très clair, effectivement, l'hypnose, dans le cadre chez le dentiste, c'est de limiter la douleur. Là, l'objectif, il est très simple. Et effectivement, on va l'utiliser comme tu le décris. Mais d'autres fois, ça peut être utilisé en exploration. Ça dépend de l'induction. Moi, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas dit si l'escalier était à droite ou à gauche du chemin. Pour des raisons politiques. On va voir. Qui a vu l'escalier à droite? Lequel? Le premier ou le deuxième? Le premier, celui quand j'ai dit qu'il y a un escalier sur le côté. Et qui a vu l'escalier à gauche? J'ai fait exprès de ne pas induire. J'aurais pu dire, vous prenez un escalier sur la gauche, sachant qu'à ce moment-là, je me serais adressé à tel ou tel hémisphère, mais je préfère nettement laisser la personne aller explorer. Et c'est là le problème, justement. On parlait de l'hypnose chez le dentiste. Et c'est une belle illustration parce que quand on va chez le dentiste, en général, on va souvent chez le même dentiste. On en trouve un qui nous plaît, et on va chez le même dentiste. Et moi, je vais vous poser une question. Qui connaît la marque du matériel et du fauteuil de son dentiste? C'est extrêmement important, parce que dans l'accompagnement thérapeutique, des outils, il y en a des centaines. Des centaines, je veux dire, il y en a énormément, puisque tous ceux qui ont trouvé quelque chose, enfin il y en a beaucoup de ceux qui ont trouvé quelque chose, ils ont mis une marque. Hein. Alors après ça, il y a des outils qui sont spécifiques, hein, évidemment. Hein. Je veux dire, après un traumatisme, on va utiliser le MDR, par exemple, qui est très efficace dans certains cas. Il y a d'autres cas, etc. Mais ce qui est important, le plus important, c'est pareil, c'est pas forcément l'outil, c'est la relation. Quand on s'intéresse à la PNL, par exemple, c'est assez intéressant, la genèse de la PNL, à l'origine, ils ont observé des thérapeutes, ils ont dit, mais ces thérapeutes, ça fonctionne. Comment ça se fait que ces thérapeutes fonctionnent? C'est intéressant. Et ils ont dit, ah bah oui, ce thérapeute, on a remarqué, ceux qui fonctionnent, lorsqu'ils sont avec un auditif, ils parlent un langage d'un auditif, quand ils sont avec un kinesthésique, ils parlent un langage d'un kinesthésique. Ils ont tendance à avoir la même respiration, ils ont tendance à... Ils copient tous les trucs, tous les signaux inconscients qui ont été déterminés par la PNL, parce qu'après ça, ils ont classifié tout ça, hein, ils ont copié la forme. Donc, mais à l'origine, pourquoi est-ce que le thérapeute, il faisait ça? C'est simplement qu'il était en contamination des inconscients. Le thérapeute, il était en ouverture et en réceptivité par rapport à son patient, et inconsciemment, il se mettait en phase avec son patient. Si le patient était un auditif, inconsciemment, le fait d'être en empathie, en relation de cœur avec son patient, forcément, automatiquement, il le faisait. Ça, c'est très important de comprendre ce truc-là, parce que tout est toujours très subtil après, dans la relation thérapeute-patient, avec le transfert, le contre-transfert, toutes ces choses-là, c'est quand même quelque chose... Donc, l'hypnose, voilà, ça peut effectivement des fois être très ciblé, hein, et il y a des spécialistes qui vont utiliser ce genre de choses-là de façon très ciblée. Mais ça peut aussi être une technique d'exploration. On peut faire des régressions sous hypnose, et là la régression, on ne sait pas où on va. Hein. Quand on fait une régression, on va explorer. On va explorer, mais on ne sait pas. Hein. Voilà, il y a quand même un peu tout ça. Alors ensuite, on peut parler de la respiration holotropique quand même. Oui, je voudrais qu'on dise ce que c'est, en quoi ça consiste. En quoi ça consiste la respiration holotropique. Donc ça, c'est une technique mise au point par Grof, ou ça existait déjà? Alors, à l'origine, tu peux peut-être nous parler de Stanislas Grof, puisque tu connais bien son histoire. En fait, j'en sais pas beaucoup plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord, on y va. Un psychiatre d'origine tchèque migré aux États-Unis et puis qui est devenu voilà, le fer de lance de la recherche sur les psychédéliques. Enfin, il a beaucoup travaillé sur les psychédéliques dans son pays d'origine. Et aux États-Unis, bien sûr, c'était beaucoup plus difficile. Il a travaillé avec le LSD notamment. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que justement la recherche sur les psychédéliques, elle est de nouveau autorisée en fait. Dans certains cadres, très contrôlés, mais alors que ça a été interdit pendant des années, à nouveau, il y a des médecins, des chercheurs qui vont pouvoir faire des expériences avec ça, bien sûr avec des doses aujourd'hui qui
qu'on arrive à maîtriser beaucoup plus finement, quoi, parce que le problème c'était ça. Donc la recherche, en tout cas sur les psychédéliques, est en train de renaître en quelque sorte, ça c'est un point fort. Et Groff, donc lui, il a laissé une trace très importante, mais qui s'est faite dans le contexte de la contre-culture du New Age américain, quand même, globalement, il faut bien le dire. Alors, à l'origine, Stanislas Grof, il a utilisé le LSD et il constatait que lorsque le cerveau perdait ses résistances, ses inhibitions, il y avait des informations qui montaient de l'inconscient au conscient et que c'était thérapeutique. Et il a commencé effectivement à faire toutes ces descriptions, parce qu'il a eu des centaines de personnes, il a fait toutes ces descriptions de... En fait, il décrivait les archétypes de l'inconscient collectif dont avait parlé Jung. Et il a constaté, ensuite, lorsqu'il a voulu se séparer des drogues psychédéliques, il s'est un peu intéressé au chamanisme et il a vu que souvent, il y avait des techniques respiratoires qui étaient utilisées et il a développé une technique respiratoire. La technique respiratoire de la respiration holotropique, c'est une respiration qui est très éloignée de la respiration du yoga. Dans le yoga, on fait une respiration que ventrale, principalement ventrale, ou ventrale puis thoracique, merci. Là, en respiration holotropique, ce n'est que thoracique. On va chercher de l'air et on se crée une hyper-oxygénation. C'est très impressionnant au début, ceux qu'on n'a jamais fait. Vous savez, si vous vous amusez à souffler pendant très longtemps, moi quand j'étais gamin, je faisais souffler un truc pour faire tourner, au bout d'un certain temps, la tête qui tourne. En général, on arrête. Stanislas Grof, lui, il a dit, bah, continuez. Dans les respirations holotropiques, c'est ça. On va se mettre dans un état d'hyper-oxygénation. Alors là, on y est dans la Tanor, hein, parce que moi j'en ai vu des centaines, et souvent les gens, ils vous expliquent, ah bah oui, mais c'était super, j'étais avec les anges, j'étais dans un endroit super et tout, c'est pour ça que j'ai arrêté de respirer, mais en fait c'est les pétoches, quoi. Parce que si je continuais à respirer, j'allais aller explorer un petit peu ce que mon inconscient avait à dire, et c'est très impressionnant. Et il y a dans les techniques de respiration holotropique, alors là je parle de la technique de respiration holotropique en groupe. C'est un peu la même technique de respiration qui est utilisée par le Rebirth, qui se fait souvent en individuel, avec un thérapeute qui accompagne quelqu'un. En groupe, en respiration holotropique, vous avez vraiment la concordance de plusieurs événements, plusieurs éléments. Vous avez l'inconscient collectif, parce que ce sont des personnes, en général, quand on le pratique, c'est le 2e ou 3e jour d'un stage, donc la confiance est déjà établie. Bon, on en parlera lorsqu'on fera la conférence sur les dynamiques de groupe. La confiance est déjà établie, les cœurs commencent à s'ouvrir, et puis et les valises aussi. Donc, l'émotionnel, il est là. Donc, vous avez tout le monde qui se met à respirer. En plus, vous mettez une musique bien forte et bien suggestive. Ça y va, quoi. Hein. Et là, c'est formidable, quoi. Je veux dire, au niveau... Je me rappelle, au dernier stage, il y a un témoignage d'une personne, mais qui d'ailleurs il était maître PNL et maître en hypnose, et donc il était thérapeute, et il a dit après, en tour de scène, il dit, je ne verrai plus jamais l'humanité de la même manière. Parce que c'est ça l'intérêt quand on est dans quelque chose de groupe, c'est que d'une part, ça nous renvoie à tout ce que vivent les autres, nous renvoie par effet de résonance. Ça a un effet démultiplicateur, mais en plus c'est extraordinaire, parce qu'on arrive à comprendre, à voir les autres, comment ça se passe. Alors en pratique, respiration holotropique, vous êtes dans un endroit qui est relativement fermé en règle générale, vous avez une sono assez puissante, et ça va durer plusieurs heures, avec plusieurs étapes. Bon, Groff, il recommande 4h30. Moi, je trouve que c'est un peu long. Moi, je le pratique moins long que 4h30. Et il y a toute une progression dans les musiques, avec des parties qui sont assez... typiquement, on peut commencer avec la mer, hein, pour vraiment aller... Vous savez que c'est très puissant, hein, l'inconscient. Hein, c'est Tomatis qui avait fait des tests de régression avec un appareil qui permettait de filtrer et d'envoyer le son qu'on entendait quand on était enfant, et on démontre que par le son, on a une possibilité de créer une régression extrêmement puissante. Donc vous avez tous les éléments qui s'additionnent. Vous avez la respiration qui crée une hyperoxygénation qui va vous amener à un état modifié de conscience. Vous avez la dynamique de groupe qui crée cet encouragement à y aller.
qui peut être des fois positive, un encouragement, ou des fois ça peut être au contraire, ça va faire peur et ça va vous précipiter, hein, ça va vous y inviter. Et vous avez aussi la suggestion par les sons et toutes ces choses-là. Et donc ça crée ensuite des expériences. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez en faire des dizaines, vous n'en aurez jamais deux pareils. Et la plupart du temps, quand vous démarrez, vous dites, bon, vu ce qui m'arrive, je pense que je vais travailler sur ci, sur ça. Ben, c'est pareil carré. Hein. Ça ne va jamais dans la direction dans laquelle vous pouviez vous y attendre. On retrouve quelques constantes, et ça, elles ont bien été décrites par Stanisław Grof, hein, qui sont les topics de l'inconscient, enfin, les domaines de l'inconscient collectif. Mais c'est vraiment de l'exploration individuelle qui est très puissante. Après ça, donc j'en ai parlé un petit peu, tout ce qui est chamanique, la prise de substances accompagnée, etc. Donc en disant bien... voilà, je crois que c'est à peu près. Oui, tu voulais quand même dire un mot de l'art-thérapie. Alors après ça, il y a les techniques complémentaires. Ouais. La technique complémentaire, ça c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Moi, ça m'a beaucoup troublé à une certaine époque. Moi, j'ai fait pas mal de choses. À une certaine époque, je travaillais avec une psychologue qui travaillait sur les dessins. Et en fait, le dessin, c'est l'inconscient avant tout qui s'exprime. Et j'en ai eu... Moi, je dois être un peu bourrin au niveau de mon cerveau parce que la vie me donne des démonstrations sur lesquelles je peux pas dire le contraire. Et à un moment, j'avais fait un dessin que j'avais fait à la maison, j'avais pris mon temps, j'avais fait un joli paysage, il y avait des montagnes, voilà, donc des montagnes. En bas des montagnes, il y avait une petite maison. Et puis au-dessus, il y avait des rochers, des arbres, une forêt de sapins, tout ça. Et puis, je montre ça à ma thérapeute, qui me dit, c'est quoi cet oiseau là juste au-dessus de la maison? Un oiseau au-dessus de la maison. Et en fait, les rochers représentaient un bec d'aigle, il y avait un autre truc dessus, c'était l'œil, les sapins, c'était les plumes de l'aigle, et en dessous, il y avait des cerfs comme ça qui menaçaient la maison. Waouh! Après ça, je voyais plus que ça. Hein. Quand je regardais le dessin, je voyais plus que ça. Et quand j'avais fait le dessin, je l'avais absolument pas vu. C'était uniquement mon inconscient qui s'était exprimé. Et ça, c'est très important pour deux raisons. Il y en a une, c'est que ça vous permet éventuellement de voir des messages, de traduire des messages de votre inconscient. Et il y a l'autre, qui ça permet à votre inconscient de s'exprimer. Parce que comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça, c'est ceux qui parlent plutôt de la maladie, ceux qui veulent soigner la maladie et chercher la cause symbolique de la maladie. Hein, la phrase clé qui nous sort, c'est ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Donc il y a toutes ces autres techniques d'expression de l'inconscient qui sont extrêmement intéressantes. Et là, ça me fait penser à... Quand je vous disais qu'il y a une sorte de continuum entre le travail thérapeutique et le travail initiatique, je pense à la danse, par exemple. Les personnes qui dansent, qui vont très loin dans la danse, font vraiment des expériences quasi mystiques dans leur expression du corps, etc. Il y a toutes ces choses-là. Il y a vraiment possibilité d'aller laisser le corps s'exprimer dans tous ces domaines, y compris, évidemment, l'artistique, le physique, etc. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est encore une image qui m'est venue à une certaine époque. C'est à une certaine époque, je me sentais coincé au niveau professionnel. C'était comme ça. Bon, je faisais un métier qui n'a rien à voir avec celui que je fais maintenant. J'en vois qui rit au premier rang parce que on était dans la même boîte, on était dans la même situation. Bon, j'étais ingénieur, ça ne me convenait pas. Et puis, bon, j'ai trouvé une solution. Au début, je suis parti dans un CAPES de maths. Je me suis dit, bah, allez, hop, je veux absolument être dans la transmission parce que j'adore ça, j'ai toujours été un pédagogue. Et donc, je me suis dit, bah, tant pis, je vais faire un CAPES de maths en me disant, mais c'est n'importe quoi, je ne vois pas de sortie professionnelle. Mais en fait, ça m'a mis dans la dynamique de changement de métier. Et mon inconscient, quand il a vu que je me mettais à bouger, ensuite il m'a guidé. Après ça, bon, j'ai inventé les bus cyclistes, j'ai créé mon association, tout ça, tout m'est arrivé derrière. Et l'image qui m'est venue, c'est qu'en fait, c'est comme si j'étais dans une voiture. J'étais dans une voiture, je regardais la direction vers laquelle allait la voiture, et c'était pas la bonne direction. Donc qu'est-ce que je faisais? Ben, j'avançais pas, puisque la voiture n'était pas dirigée dans la bonne direction. Donc j'avançais pas, je faisais pas confiance. On me disait, hein, mon inconscient me disait, mais avance. Et je disais, bah non, ça ne va pas où j'ai envie d'aller. Et le jour où j'ai décidé, bon, en l'occurrence, c'était de faire le CAPES de maths pour aller vers ma légende personnelle, vers devenir pédagogue, le jour où j'ai démarré ça, eh bien c'est comme si la voiture s'était mise
à avancer. Et quand la voiture s'est mise à avancer, ben, en tournant le volant, j'ai pu changer de direction. Et ça, c'est très important dans tout ce qui est... c'est aussi « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est pour ça que toutes ces techniques d'expression de l'inconscient, il ne faut pas hésiter, trouvez celle qui vous convient et utilisez-la. Et puis si vous pouvez, faites confiance aux synchronicités pour aller rencontrer après ça les personnes qui vont pouvoir vous aider, vous guider dans ce cheminement. Et ça, c'est super intéressant.